Je n'aurais jamais cru être le genre de personne à croire au Bigfoot, jusqu'à la nuit où j'en ai percuté un avec mon Chevy Silverado sur une route forestière isolée dans les Olympic Mountains, dans l'État de Washington. Ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi m'a appris que certaines légendes ont une raison d'être. C'était en novembre 1997. J'avais 43 ans et je travaillais comme chercheur de terrain pour le département des ressources naturelles de l'État de Washington. Mon travail consistait à arpenter des peuplements forestiers dans des zones reculées, ce qui signifiait que je passais beaucoup de temps seul sur des routes oubliées qui n'avaient pas vu âme qui vivent depuis des mois. Je faisais ce métier depuis près de 12 ans et je pensais avoir vu tout ce que ces forêts avaient à offrir. Des ours noirs, des pumas et même un glouton une fois. Mais rien n'aurait pu me préparer à cette nuit-là. Je me souviens de la date exacte, le 18 novembre 1997. C'était un mardi et j'étais en retard pour retourner à mon pick-up après une longue journée à inspecter de vieilles forêts près de l'Olympic National Forest fin novembre. Le soleil se couche tôt dans les montagnes et vers 17h30, je roulais dans l'obscurité la plus totale sur un étroit chemin de terre qui serpentait à travers d'épaisses étendues de sapins de Douglas et de prûches de l'Ouest. Mes phares fendèrent la brume d'automne qui s'était déposée sur tout comme une couverture froide et humide. J'écoutais une station de rock classique à la radio, bien que le signal n'arrêtait pas de se couper au fin fond des montagnes. Un instant, la route devant moi était vide. Juste 2 traces de pneus disparaissant dans le brouillard. L'instant d'après, quelque chose de massif est sorti de la lisière des bois, pile sur ma trajectoire. J'ai pilé sur les freins, mais je n'ai pas eu le temps. Le Chevy a heurté ce que c'était avec un bruit sourd et écœurant que j'ai senti dans toute la carcasse du véhicule. L'impact n'a pas été aussi violent qu'il aurait pu l'être. J'avais réussi à ralentir considérablement, mais c'était assez pour la mettre à terre. Mon pick-up a dérapé et s'est immobilisé en travers de la route étroite, le moteur a calé dans le silence soudain. Pendant un long moment, je suis resté assis là, agrippé au volant, le cœur battant la chamade. De la vapeur s'échappait du capot. Les phares éclairait les arbres sous un angle bizarre, projetant des ombres étranges à travers la brume. Je ne voyais pas ce que j'avais heurté. Ma première pensée a été que j'avais percuté un ours. Mais quelque chose dans la taille et la forme de ce que j'avais entrevu dans cette fraction de seconde avant l'impact ne collait pas. C'était grand, bien plus grand que n'importe quel ours que j'avais pu voir debout sur ses pattes arrière. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé une éternité à me demander quoi faire. Tout mon instinct de survie me hurlait de redémarrer et de ficher le « camp ». Mais ma conscience ne me le permettait pas. Si j'avais heurté un animal, je devais au moins évaluer les dégâts, voir s'il souffrait. J'ai attrapé ma grosse lampe torche Maglite sous mon siège. Puis, j'ai pris ma trousse de premier secours derrière le siège. J'ai aussi pris ma bombe de spray anti-ours dans le vide-poche de la portière et l'ai accrochée à ma ceinture. L'air de novembre m'a frappé comme un mur de froid quand j'ai ouvert la portière. Ça sentait la terre mouillée, les aiguilles de pin et autre chose, une odeur musquée et sauvage que je n'arrivais pas à identifier. Je suis sorti sur le chemin de terre et j'ai balayé la zone devant mon pick-up avec le faisceau de la lampe. Au début, je n'ai rien vu. Puis j'ai déplacé la lumière vers la droite, en direction du fossé qui longeait la route, et c'est là que je l'ai vu. J'ai eu le souffle coupé. Mon esprit peinait à comprendre ce que je voyais. La créature gisait sur le flanc dans le fossé peu profond, partiellement recouverte par des fougères et des broussailles. Elle était massive, facilement 2,30 m, peut-être 2,40 m. Son corps était couvert de poils brun roux qui paraissaient presque au burn sous le faisceau de ma lampe. Les poils étaient plus longs et plus hirsutes que ceux d'un ours, tombant en épaisses mèches emmêlées, pleines de boue et de débris forestiers. Mais c'est sa silhouette qui m'a noué l'estomac. Les proportions ne collaient pas avec celles d'un ours. Les membres étaient trop longs, trop semblables à ceux d'un humain dans leur structure.
Je pouvais voir un de ses bras posé sur son torse, et la main semblait presque humaine, mais plus grande, avec des doigts épais et une peau sombre et parcheminée sur la paume. Je suis resté là, figé, la lampe tremblant dans ma main, tandis que mon cerveau tentait de réconcilier ce que mes yeux voyaient avec ce que je savais être possible. Ça ne pouvait pas être réel. Le Bigfoot n'existait pas. C'était une légende, un mythe. Sauf qu'il y avait un corps juste devant moi. La poitrine de la créature se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration courte et laborieuse. Elle était vivante, mais clairement blessée. Je pouvais voir où mon pick-up l'avait heurté. Il y avait une tache sombre sur son épaule droite et le haut de son bras qui ressemblait à du sang. J'aurais dû être terrifié. Une partie de moi l'était. Mais une autre partie, celle qui avait passé 12 ans à étudier la faune, était absolument fascinée. Et sous la peur et la fascination, il y avait autre chose, un sentiment de responsabilité grandissant. J'avais heurté cette créature avec mon pick-up. Quoi que ce soit, je l'avais blessée. Et maintenant, elle avait besoin d'aide. J'ai fait un pas prudent, puis un autre. La créature ne bougeait pas, hormis le va-et-vient de sa respiration. De plus près, je pouvais voir plus de détails. Son visage était partiellement tourné, mais je pouvais distinguer une arcade sourcilière proéminente, un nez plat et ce qui semblait être une peau foncée sous les poils de ses joues. L'odeur était plus forte maintenant, cette senteur musquée et sauvage, mais pas désagréable. Ça sentait la forêt elle-même, la mousse, la terre et la pluie. La respiration de la créature est devenue plus saccadée et j'ai remarqué que son épaule était bien blessée. Du sang sombre agglutinait la fourrure autour de la zone d'impact. Je savais que je devais prendre une décision, et vite. La laisser ici et partir, en prétendant que rien ne s'était passé ou essayer de l'aider. J'ai pensé à ma fille Sarah, à la maison à Olympia. Elle avait 16 ans, et elle avait toujours adoré les documentaires sur la nature. Elle croyait à ce genre de choses, les cryptides, les phénomènes inexpliqués. J'avais toujours été le sceptique, le scientifique. Si elle pouvait me voir maintenant, elle ne me lâcherait plus avec ça. La pensée de Sarah m'a aidé à me décider. Je ne pouvais pas laisser cette créature ici, à souffrir et peut-être à mourir à cause de mon pick-up. Que ce soit un Sasquatch ou une espèce de primate inconnu, c'était un être vivant qui souffrait. Et j'étais la cause de cette souffrance. Je me suis agenouillé à quelques mètres d'elle, posant ma lampe torche au sol pour qu'elle l'éclaire. Mes mains tremblaient en ouvrant ma trousse de premier secours. J'avais des bandages, de l'antiseptique, de la gaze, tout le nécessaire pour des blessures humaines. Mais il faudrait que ça fasse l'affaire. J'avais aussi quelques vieilles couvertures en laine dans mon véhicule. La nuit de novembre devenait de plus en plus froide. Doucement, ai-je dit à voix basse, sans même savoir pourquoi je lui parlais. Je ne vais pas te faire de mal. Je vais essayer de t'aider. Je me suis déplacé lentement, en décomposant chacun de mes mouvements. Les yeux de la créature se sont ouverts, et je me suis retrouvé à fixer les yeux les plus remarquables que j'ai jamais vus. Ils étaient marron foncé, presque noirs, mais il y avait en eux quelque chose d'indéniablement intelligent. Pas une intelligence animale, quelque chose de plus, quelque chose qui me regardait en retour avec conscience et compréhension. Ses yeux suivaient mes mouvements, alors que je m'approchais avec précaution de son épaule blessée. Je voyais la plaie plus clairement maintenant. Le pare-choc de mon pick-up l'avait violemment heurté, déchirant la fourrure épaisse et la peau. La blessure saignait, mais pas abondamment. Ça avait l'air douloureux, mais probablement pas mortel si ça ne s'infectait pas. « Je vais nettoyer ça », dis-je doucement, en gardant toujours ce ton apaisant. « Ça va piquer ». J'ai versé de l'eau de ma gourde sur la plaie pour enlever le sang et les débris. La créature s'est tendue et un grondement sourd monta de sa poitrine, mais elle ne s'est pas retirée ni n'a essayé de me frapper. Elle se contentait de me regarder avec ses yeux intelligents. J'ai appliqué l'antiseptique de ma trousse, en m'excusant pendant que je le faisais. La respiration de la créature s'est accélérée, mais elle est restée immobile, me permettant de soigner la blessure.
J'ai enroulé de la gaze autour de son énorme épaule du mieux que je pouvais, mon matériel médical de taille humaine étant à peine suffisant pour la tâche. Quand j'ai eu fini, je me suis rassis sur les talons, épuisé par la chute d'adrénaline. La créature s'est lentement redressée en position assise, bougeant avec précaution à cause de son épaule blessée. Nous sommes restés là, dans la brume et l'obscurité, deux êtres qui n'auraient jamais dû partager ce moment, à nous étudier mutuellement. J'ai attrapé ma bouteille d'eau et j'ai bu une gorgée, puis, sur une impulsion, je l'ai tendue vers la créature. « Tu en veux ?» Les yeux de la créature sont passés de mon visage à la bouteille. Lentement, prudemment, elle a tendu une main massive et a pris la bouteille que je lui tendais. Le geste était si délibéré, si contrôlé, qu'il m'a donné des frissons. Ce n'était pas un animal, c'était tout autre chose. Elle a porté la bouteille à sa bouche et a bu, penchant la tête en arrière exactement comme un humain le ferait. Quand elle a fini, elle a baissé la bouteille et m'a regardé de nouveau. Puis elle a fait quelque chose qui a failli me faire arrêter le cœur. Elle a tendu sa main libre et a doucement touché mon poignet, celui qui était encore tendu après lui avoir donné la bouteille d'eau. Le contact a été bref, peut-être 3 secondes, mais sa signification était sans équivoque. Merci. J'ai compris le message aussi clairement que si la créature avait prononcé ces mots. Puis elle m'a rendu la bouteille d'eau et s'est lentement levée. Elle était encore plus imposante debout, me dominant de toute sa hauteur dans l'obscurité. Mais je n'avais pas peur, plus maintenant. La créature m'a regardé une dernière fois, ses yeux plongeant dans les miens. Puis elle s'est retournée et a commencé à marcher vers la lisière de la forêt. Elle se déplaçait en boitant légèrement, ménageant son côté blessé, mais avec une grâce surprenante pour quelque chose d'aussi grand. Au bord de la forêt, juste avant que l'obscurité ne l'avale complètement, la créature s'est arrêtée et a regardé en arrière, et puis, lentement et délibérément, elle a levé une de ses mains massives et l'a agitée de gauche à droite, dans un geste sans équivoque, un signe de la main, un adieu. J'ai levé ma propre main en réponse, la gorge trop nouée pour parler. La créature a soutenu mon regard un instant de plus, puis s'est retournée et a disparu dans la forêt. Je suis resté là pendant un long moment, à écouter le bruit de ses pas s'estomper jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vent dans les arbres et le cri lointain d'une chouette. Puis je suis retourné à mon pick-up. Je suis monté dedans et j'ai conduit jusqu'à la maison comme dans un rêve. Quand j'ai franchi la porte ce soir-là, t'es où? Sarah faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Elle a levé les yeux et ils se sont écarquillés. « Papa, ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je vais bien, ma chérie. Juste une longue journée sur le terrain. Le pick-up s'est embourbé. J'ai dû passer 2 heures à le sortir de là. » Elle m'a étudié un instant. « Tu es sûr que c'est tout? » J'en suis sûr. Juste fatigué. Les semaines suivantes sont passées dans un étrange brouillard. Je suis retourné au travail, j'ai terminé mes relevés forestiers, j'ai rempli mes rapports. Tout était normal en apparence. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette nuit sur la route forestière. Je me suis mis à faire des recherches sur les observations de Bigfoot pendant mon temps libre, lisant les témoignages d'autres personnes qui prétendaient avoir rencontré ces créatures. La plupart étaient manifestement des inventions, mais quelques-uns avaient un accent d'authenticité qui me faisait réfléchir. Je ne suis jamais retourné sur cette route forestière précise, mais j'y pensais souvent. Je me demandais si la créature avait bien guéri, si elle avait une famille quelque part dans ces montagnes, si elle était retournée auprès des siens avec sa propre histoire sur la nuit où elle avait rencontré un humain. Début décembre, environ 3 semaines après l'incident, j'ai reçu un colis à mon bureau. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom écrit d'une écriture soignée. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en cèdre. En l'ouvrant, j'ai trouvé un unique objet, une pierre. Elle était polie par la rivière, de la taille de ma paume, avec un motif inhabituel de lignes gravées sur sa surface.
des marques délibérées qui formaient un simple motif géométrique. Il n'y avait pas de mots, pas d'explication. Je les gardais sur mon bureau et parfois, quand je travaillais tard, je la prenais et la faisais tourner dans mes mains, traçant les lignes gravées avec mon doigt. Je n'ai jamais su qui me l'avait envoyé, mais j'avais mes théories. Sarah est partie à l'université l'automne suivant, à l'University of Washington pour étudier les sciences de l'environnement. Le jour où je l'ai aidée à s'installer dans sa chambre d'étudiante, elle m'a de nouveau posé la question sur cette nuit-là. « Tu as vraiment vu quelque chose cette nuit-là, n'est-ce pas ? En novembre dernier, lors de ce relevé. » J'ai posé le carton que je portais et je l'ai regardé. Elle avait maintenant 17 ans, sur le point de commencer sa propre aventure. Elle méritait la vérité. « Oui, ai-je dit, c'est vrai. C'était ce que je pense ? Je ne sais pas ce que tu penses. » Elle a souri, quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui n'entre pas dans nos petites cases scientifiques bien rangées. Quelque chose qui nous rappelle qu'il y a encore des mystères dans le monde. « Oui, ai-je dit, sentant un poids se détacher de ma poitrine. C'était exactement ça. Des années plus tard, après avoir pris ma retraite du DNR, j'ai finalement raconté toute l'histoire à Sarah. Nous faisions une randonnée ensemble dans les Olympics et elle était en visite, en congé de son poste au service des parcs nationaux. Je lui ai tout raconté. Le choc, la créature dans le fossé, ses yeux intelligents, la façon dont elle a bu dans ma bouteille d'eau, le contact de sa main sur mon poignet, sa marche vers la forêt, cet adieu final de la main. Elle a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. « Merci de me l'avoir dit », a-t-elle finalement dit, et merci de ne pas avoir pris de photos, de ne pas avoir essayé de le prouver, d'avoir simplement laissé les choses être ce qu'elles étaient. Tu n'es pas déçu, ça aurait pu être la découverte de ta vie. « Non, » a-t-elle dit, en regardant la forêt qui nous entourait. « Je pense que tu as fait exactement ce qu'il fallait. Certaines choses sont plus importantes que la découverte. Certaines choses méritent de rester sauvages, libres et mystérieuses. » Nous sommes restés là à écouter le ruisseau et le vent dans les arbres, et je me suis senti en paix pour la première fois depuis cette nuit de novembre. J'ai 68 ans maintenant, et cette rencontre a eu lieu il y a 22 ans, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. J'oublie des noms, je perds le fil des dates, parfois je ne me souviens même plus de ce que j'ai mangé au petit déjeuner. Mais je me souviens de chaque détail de cette nuit, avec une clarté parfaite. Je peux encore voir ses yeux qui me regardaient dans l'obscurité. Je peux encore sentir la chaleur de cette main sur mon poignet. Je ne sais pas si quelqu'un croira cette histoire. Je n'ai pas de preuves, pas de photos ou de preuves matérielles au-delà de cette pierre gravée, qui aurait pu venir de n'importe où. Mais je sais ce que j'ai vécu. Et je sais que quelque part, dans les forêts profondes des Olympic Mountains, vivent des créatures que la science n'a pas reconnues, des êtres qui existent dans les espaces entre le connu et l'inconnu. Parfois, tard le soir, je pense à retourner sur cette route forestière, à marcher dans la forêt pour voir si je pourrais retrouver l'endroit où la créature a disparu. Mais je ne le fais jamais. Ce moment est complet tel qu'il est, parfait dans son mystère. Certaines choses doivent être laissées tranquilles. Mais chaque année en novembre, quand les feuilles changent de couleur et que la brume s'installe sur les montagnes, je me sers un verre d'eau et je le lève vers la fenêtre, vers les sommets lointains des Olympiques. C'est un toast à une créature que j'ai rencontrée une fois par une nuit brumeuse, à un moment de connexion entre deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer et aux mystères qui existent encore dans les lieux sauvages de ce monde. Je n'ai jamais cru au Bigfoot jusqu'à la nuit où j'en ai percuté un avec mon pick-up. Et ce que j'ai appris dans les heures qui ont suivi, c'est que la croyance n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le respect, la compassion et la reconnaissance que nous partageons ce monde avec des merveilles que nous ne comprendrons peut-être jamais entièrement.